Et mon invité du jour est un journaliste, Ivan Stefanovic est avec nous pour parler du Conseil d'État avec ce nouveau livre, Petits arrangements entre amis aux éditions Albin Michel. Ivan Stefanovic, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, première question, pourquoi avoir décidé de vous intéresser au Conseil d'État ? Parce que c'est une institution que les Français connaissent mal, et puis parce que j'avais une taupe à l'intérieur, voilà, tout simplement, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Vous avez déjà étudié le Sénat, maintenant le Conseil d'État. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers cet ouvrage ? Il faut montrer aux Français comment, et ça les concerne tout particulièrement, parce que le Conseil d'État, ils ne savent pas très bien ce que c'est une haute juridiction. En fait, c'est une institution à plusieurs têtes, comme une poupée russe, à la fois magistrat ou fonctionnaire, au cadre de l'administration et du gouvernement, et qui régit un peu la vie des Français. On l'a vu pendant l'affaire du Covid-19. Justement, c'est l'une des institutions les plus importantes de France, mais également la plus méconnue. On entend souvent le Conseil d'État a rendu tel avis. Comment se fait-il que les Français connaissent si mal le Conseil d'État ? D'abord parce que le Conseil d'État jusqu'à très récemment, faisait très peu parler de lui. Là, il a fait beaucoup de communication, un peu trop d'ailleurs à mon avis, pendant l'affaire du Covid-19. Il s'est vraiment fait mousser, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si vous voulez, c'est l'ancien Conseil du Roi, puis qui permettait au roi de gérer les affaires, une partie des affaires judiciaires et d'avoir des avocats conseils. Et puis ensuite Napoléon l'a dopé. On a fait une affaire, une sorte des avocats conseils du monarque. De l'empereur, et puis des affaires de justice où les collectivités locales, l'État, le gouvernement étaient en litige avec des Français. Bon, et c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, et c'est un organe qui a surtout développé sur le plan juridique, c'est une fabrique du droit, des Français, de la liberté individuelle. C'est un grand protecteur, si vous voulez. Tout le problème, c'est au niveau quand il conseille pour les lois, ou quand il rend des jugements ou des ordonnances entre l'État, le gouvernement et les Français, il devrait être un arbitre entre les nécessités d'un fonctionnement de l'État, comme par exemple pendant la crise du Covid-19, et puis la liberté d'aller et venir, la liberté des Français, la protection des libertés, y compris la protection sanitaire. Alors justement, donc on a beaucoup entendu parler du Conseil d'État pendant la crise sanitaire. Quel est son rôle très précisément à ce Conseil d'État, justement ? Est-ce de juger ? Ou simplement, comme vous venez de le dire, de donner des conseils. C'est une institution à trois têtes, principalement. Pour comprendre ce qu'il a fait pendant le Covid-19, il faut un peu dresser le portrait du Conseil d'État. C'est un avocat conseil du gouvernement, si vous voulez, et des administrations. Alors, tout projet de loi ou tout texte réglementaire de l'État doit être validé par le Conseil d'État. En gros, s'il n'est pas validé, si le Conseil d'État ne fait pas d'observations positives, il peut faire des observations négatives, mais en général, l'État prend en compte ces observations. Et c'est pas une question d'étiquette politique, je reviendrai là-dessus après. Et en même temps, il est le juge suprême des Français quand ces Français attaquent ces textes. Quand ils attaquent, pas la loi, c'est le Conseil constitutionnel, mais les textes réglementaires, les arrêtés, les ordonnances, ils peuvent les attaquer devant le Conseil d'État. Et en même temps, et c'est là où est un peu le problème aussi, si vous voulez, il fournit ses plus hauts cadres à l'administration et à la politique. On prend l'exemple de M. Édouard Philippe, l'ancien l'ancien Premier ministre. Il a été pendant ces 15 dernières années, c'est une bonne illustration. Il a été à la fois au Conseil d'État, mais il a fait sans cesse des allers-retours entre le Conseil d'État et le privé, notamment des gros cabinets d'affaires américains, etc., où il faisait du lobbying, etc., et
des entreprises privées comme Areva, des postes politiques. Il a été maire du Havre, il l'est encore aujourd'hui, et il avait des responsabilités au sein de l'UMP. Et puis là, il est devenu Premier ministre. Donc ces allers-retours sont incessants. Donc vous savez pas où est la personne. Elle travaille tant dans le Conseil d'État, elle travaille dans le privé, elle travaille dans le public. En fait, on mélange tout. Et c'est la porte ouverte, je veux dire, à des conflits d'intérêts. C'est très opaque. À des conflits d'intérêts, à des mélanges des gens. Bien sûr, monsieur Édouard Philippe, les autres diront, mais on est indépendant. Moi, quand je suis Premier ministre, j'oublie toutes mes relations, etc. Et tout. Bon, et quand je suis dans une administration, j'oublie que j'étais au Conseil d'État. Bon, très bien, mais on peut en douter. Édouard Philippe, mais également Laurent Fabius, Édouard Balladur ou encore Laurent Wauquiez. En fait, oui. C'est une petite tambouille. C'est pas une petite embrouille, mais c'est ce qui est plus grave, c'est qu'il y a un absentéisme au Conseil d'État qui est toléré, sinon encouragé pour les politiques. En fait, les politiques, ils font que passer. On a qu'un exemple, on a deux exemples de gens qui ont démissionné dès qu'ils ont eu un autre boulot, presque. C'est Georges Pompidou. Enfin, il n'a pas démissionné tout de suite, il a mis 5 ans. Et puis, Léon Blum, qui lui a fait 23 ans au Conseil d'État, c'était un grand travailleur. Et en même temps, c'est marrant parce que ça prouve qu'on n'a pas beaucoup de travaillé au Conseil d'État, parce que en même temps qu'il était au Conseil d'État pendant 20 ans, Léon Blum, il a rendu 10 jugements par mois, ce qui est quand même pas mal. Et il était chroniqueur théâtral dans des journaux. Donc, il sortait tous les soirs, etc. Il avait une vie mondaine très élevée. Ce qui prouve que le Conseil d'État n'est pas un travail harassant, bien qu'ils aient beaucoup plus de travail, et on y reviendra, qu'ils sont en sous-effectif. Cet absentéisme, bon, Fabius, par exemple, si on prend Fabius, pendant ses 4 ans et 2 mois, il est au Conseil d'État. Ensuite, il a été 23 ans, mais détaché, comme politique. Et il a participé à 1,7 jugements par mois. Hein. Balladur, pendant 8 ans, il est venu 15 fois pour faire des jugements. Mais tout ça légalement, hein. On peut dire qu'ils ne font que passer au Conseil d'État. Mais ce qui est plus grave, si vous voulez, c'est qu'il y a un entre-soi au Conseil d'État, mortifère. C'est que ces gens, c'est l'élite de l'élite. On recrute, chaque année, on recrute les 5 meilleurs, parmi les 15 meilleurs de l'ENA, entre la Cour des comptes, l'inspection générale des finances et le Conseil d'État, ils font tout pour attirer les meilleurs. Et ces derniers temps, le Conseil d'État tient la corde. Alors, par exemple, ils sont dans des grands cabinets, ils peuvent partir 10 ans dans le détachement tant qu'ils veulent, etc. Ils reviennent fictivement une journée, puis on les ressort. Hein. C'est comme c'est un peu un tour de précipitation, quoi. Ils sont là, ils sont pas là, ils peuvent circuler comme ils veulent, du moment qu'ils ont l'autorisation. Et c'est difficile de dire non à des gens qui ont été Premier ministre ou ministre, etc. On peut pas leur faire foi. Donc un jeune qui sort de l'ENA, qui sort parmi les premiers, qui a 26-27 ans, il s'ouvre devant lui un avenir extraordinaire, parce qu'il est sûr d'avoir les meilleures places dans le public, d'avoir des bons postes au Conseil d'État. Un Conseil d'État, ça gagne 12 000 euros net par mois. On y reviendra justement sur ces salaires. Et si vous voulez, le recrutement, donc en dehors de ces énarques, qui sont bon teint, si vous voulez. Et ce que le Conseil d'État a perdu, c'est la filière, je dirais, catholique. Mmh. Parce que les catholiques, il y a beaucoup de catholiques, de hauts fonctionnaires, qui sont quand même des gens qui ont des principes, etc. L'indépendance, pour eux, c'est souvent pas un mot. Il y a des très grands... par exemple, j'ai retrouvé dans mon bouquin le fils du dirigeant du Front National... qui est parti, comment il s'appelle, qui était avec Jean-Marie Le Pen tout au début. Bruno Maigret. Bruno Maigret. Bruno Maigret, il a un père qui s'appelle Jacques Maigret. Et ben Jacques Maigret, il était directeur de l'administration pénitentiaire en tant que conseiller d'État, et il est allé en prison voir les prisonniers, s'occuper d'eux, etc. et tout.
il savait de quoi il parlait et il s'occupait réellement des choses. Il y a un ancien ambassadeur du général de Gaulle, qui a été secrétaire général de l'Élysée, j'ai plus son nom en tête. Eh bien lui, le week-end, il allait, tout en étant conseiller d'État, il allait dans les bidonvilles faire de l'alphabétisation. Aujourd'hui, ça, c'est complètement terminé. Le regard sur le monde et tout, ce sont des gens qui sont à 15 000 mètres, et qui ont des carrières, gens super intelligents, super compétents, ils savent de quoi ils parlent, très forts en droit, mais ils sont pas du tout en contact avec la vie réelle. Alors ce qui est plus grave, c'est qu'un tiers d'entre eux, des conseillers d'État, sont nommés par le président de la République. C'est le fait du prince. Et celui qui a accéléré ça, il faut dire les choses, c'est Mitterrand. C'est catastrophique. Il a nommé des intendants de lycée, des copains, des coquins. Est-ce qu'on peut encore parler d'indépendance du Conseil de l'État vis-à-vis du pouvoir en place ? On peut en parler, mais si vous voulez, il y a le tour extérieur, comme dans les autres grands corps, ce qui fait qu'il y a un tiers des conseillers d'État qui sont nommés par le président de la République. Bon, les maîtres de requête, la deuxième catégorie, moins importante, c'est un quart, et ils sont nommés quand même, il faut qu'ils aient 10 ans dans la fonction publique. Mais les conseillers d'État, il suffit d'avoir 45 ans et d'être français pour être nommé. Ce qui fait que, bon, c'est vraiment le fait du prince, on peut nommer n'importe qui. Un président de la République peut nommer sa femme de ménage, si elle a 45 ans. Donc il y a eu des cas quand même assez extraordinaires. Évidemment, ils sont pas très... ces gens-là n'ont aucune formation juridique, la plupart d'entre eux. Éric Orsena, par exemple, il a été nommé, il a été 15 ans conseiller d'État, donc 9 ans en disponibilité, donc il en a profité pour écrire des bouquins. D'ailleurs, le vice-président du Conseil d'État lui a dit « Restez chez vous, écrivez des bouquins, ne venez pas trop ». Eh bien, il a participé à 7 jugements en 6 ans. Régis Debray à 4 en 3 ans. En 3 ans. Et Arnaud Klasfeld, c'est le pompon sur la Garonne, on peut dire. Un par mois, un peu plus d'un par mois en 9 ans. Et Jeannette Bougrabe, un peu plus d'un par mois en 3 ans. C'est une supercherie, donc. Non, c'est un système français, c'est un système monarchique. Le Conseil d'État, c'est quand même quelque chose de monarchique, mais qui, sous la monarchie, il était moins développé. Il y avait le Conseil du roi, bon, où c'était assez opaque aussi, mais là, on s'est développé. Mais cet entre-soi, il est mortifère, parce que à la Libération, qu'est-ce qu'on a fait ? On avait 120 conseillers d'État. Alors bon, avec la période de Vichy, c'était un peu compliqué, etc. et tout. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Le général de Gaulle, les communistes, les socialistes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas voulu faire disons, passer tout le monde à la passoire, faire qui avait fait quoi, etc. Et on a repris les anciens conseillers d'État, les 120, puis on en a rajouté une 50, 60, hein, proches des milieux gaullistes, dits résistants, etc. 180. Ils étaient 180. Aujourd'hui, ils sont 323. Alors, officiellement, 323 en 2018 pour 9500 dossiers par an. Oui, mais attendez, on va d'abord... on va y venir aux 9500 dossiers. Mais il faut savoir que dans les statistiques officielles du Conseil d'État, donc 10 000 dossiers par an environ enregistrés et jugés, ça veut dire que chaque juge, si on fait le calcul, il fait 7 jugements par mois. Moi, j'ai repris les calculs et j'ai vu qu'il en faisait que 3. Pourquoi ? Parce que les statistiques sont faussées. Parce que la moitié des jugements du Conseil d'État du 10 000, c'est rendu par des présidents de chambre, des présidents de ceci. Donc en fait, c'est des ordonnances, hein. Et là, il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien, c'est fait par des petites mains. Des gens qui ont dit, des étudiants en droit qui sont bourrés de diplômes, on dit « Ah, mais si vous faites ça, vous pourrez peut-être rentrer au Conseil d'État, etc. » Et donc, aussi, il y a les fameuses ordonnances de tri. Les ordonnances de tri, ça ressemble à la Cour suprême américaine où ils peuvent virer des dossiers qui... Ils n'ont pas donné de raison. Les ordonnances de tri, c'est pareil. Pour des questions de fond ou de forme, on réfute votre truc, votre requête va à la poubelle. Aucun moyen
disons, d'appel, etc. Si vous pouvez appeler, mais enfin c'est assez compliqué. Ça, faut dire qu'une procédure devant le Conseil d'État, ça coûte entre 3 000 et 5 000 euros. Donc c'est pas à la portée du Français moyen. Sinon, si vous avez une grosse histoire fiscale ou de permis de conduire, si vous voulez vous battre, oui. Hein. Et pourquoi ces 10 000 dossiers aussi, ils les rendent par ordonnance et tout, et qu'ils veulent pas trop en faire, si vous voulez, ils veulent plus juger, les juges du Conseil d'État. Parce que 30% des dossiers, c'est du social et c'est des immigrés, le droit des étrangers. Mais justement, j'allais y venir. C'est très facile. Quelle est la place des Français dedans, justement, puisque la majorité des dossiers concernent des étrangers? C'est pas des Français, c'est des dossiers qui concernent des étrangers, où on applique, on a une loi, etc., où la loi est de plus en plus répressive et tout. Mais alors, il y a des histoires rigolotes, parce que en fait, sur le dossier des étrangers, les conseils d'État, là, alors parce qu'il faut que je dise, on y reviendra, dans les jugements, les conseils d'État, et même dans leur conseil au gouvernement, ils font pas de politique. Si vous voulez, les appartenances politiques n'apparaissent pas. Ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'on les laisse tranquilles, qu'ils puissent aller dans tout l'appareil d'État et au gouvernement, mais ils veulent pas, pour eux, que ce soit de gauche ou de droite, ils n'ont pas à s'opposer à une politique gouvernementale. C'est très net. Hein. Et c'est dans tous les domaines. Quand on prend des jugements, on n'a qu'un seul dossier, vraiment, où ils sont opposés de fond, ça fait toute une histoire. C'est quand on a condamné à mort un militaire, là, c'était en 62, avec la Cour de sûreté de l'État, hein. Et il y avait des gens qui avaient été condamnés. Il y en a un qui allait être fusillé en Fort de Vincennes et tout. Et hop, d'un seul coup, le Conseil d'État a dit que la Cour de sûreté de l'État, c'était illégal. Le général de côté était fou de rage, etc. Mais pourquoi là? Parce qu'il y a au Conseil d'État à l'époque, il y avait des gens qui étaient assez proches de l'OS, hein, et il y avait des gens simplement de droit. Ils considéraient que c'était scandaleux. Et donc il y a une majorité qui s'est faite là-dessus. Mais en général, ça n'arrive pas. Si vous voulez, c'est des cas, on a bien vu, pour toutes les manifestations, tous les éléments troubles dans l'histoire, le Conseil d'État s'est toujours couché. On se protège pour préparer le futur ? Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, moi, la malchance de mon livre, c'est qu'il est paru le 18 mars, ce qui n'est pas une bonne date. Donc le lendemain du confinement. Oui, donc il est resté un peu dans les entrepôts. D'ailleurs, les gens qui veulent le commander, ils peuvent le commander par Internet. Mais sinon, dans les librairies, à moins d'aller très grandes librairies dans les départements, il faut le commander, malheureusement. Mais il a permis de parler du Conseil d'État grâce au Covid-19. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, là, ils se sont fait une publicité du tonnerre. Ils ont dit, on a mis en place une task force d'une dizaine. Alors, on rentre dans le domaine assez technique. Ils rendaient si vous voulez, le Conseil d'État fait des référés d'urgence, référés d'RLE, en 48 heures. Bon, alors, ils ont mis, soi-disant, 15 personnes qui s'occupaient de ça, alors qu'il y a une structure qui existe déjà au Conseil d'État de référés de 28 personnes. Mais ce qui est assez comique, si vous voulez, alors ils ont dit on travaille, etc. C'est vrai, ils ont travaillé parce qu'ils recevaient 2 référés par jour. Parce que si vous voulez, le Conseil d'État, c'est une sorte d'exutoire pour le citoyen et pour les syndicats de médecins, de policiers, à qui on disait « Ah non, le Conseil d'État dit non, on peut pas rendre obligatoire le masque dans les lieux publics, dans les trains, on peut pas, l'État ne doit pas fournir obligatoirement aux policiers, aux gendarmes, aux gens au personnel, dans les EHPAD, etc. Non, pour simplement parce qu'il y en avait pas. C'est tout. Il y avait une pénurie. Et là, c'est là qu'on voit de façon évidente le côté déférent, soumis au gouvernement, quel qu'il soit. Ça aurait été un gouvernement de gauche, ça aurait été exactement. Ça change rien, la couleur politique ne change strictement rien. Ça change strictement rien. Quand on a les LBD 40 là et les différentes grenades, etc., tout ça, ils reprennent ce que dit le gouvernement. Mais alors, si vous voulez,
On l'a bien vu avec le Covid-19 parce que ils ont pris 140 textes, bon, pendant les 55 jours difficiles, le confinement total, et ces 140 textes, ils ont été attaqués 109 fois en référé. Mais pratiquement tous, sauf les églises. Voilà, ils ont autorisé. Il y a eu les histoires de drones. Et puis quelques trucs comme ça et tout. Puis dernièrement les manifestations également. Oui, mais là on sort du confinement. Tout à fait. C'est fini. Donc là, il faut quand même, comme ils savent qu'ils en ont, ils font un peu des actes, ils veulent redorer leur blason. Bien sûr, c'est un peu normal. Détacher un peu leur image du gouvernement. Bah oui, parce qu'ils ont fait quand même des choses scandaleuses. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils se sont fait toper par la Cour de cassation qui a cassé ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que le gouvernement avait pris une mesure. C'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas fait leur boulot pour dire que les détentions provisoires étaient automatiquement reconduites. Mais c'est complètement fou. Enfin, et les rétentions administratives, c'est une injure au droit. Il faut qu'un juge voit ça, etc. Tout ça. Et eux, c'est automatique. Donc, ils se sont fait bananer et le gouvernement a dû changer de... Mais là, et les tribunaux administratifs étaient pas contents. Je veux dire, ils ont fait toutes sortes de... C'est vraiment... Là, on s'est heurté à un mur. Et là, la position du Conseil d'État, on peut dire que, comme j'avais dit, il a perdu une certaine forme de crédibilité. Parce que ce qui menace le Conseil d'État, vous comprenez, c'est qu'on coupe en deux, c'est qu'une partie de lui, tout ce qui est jugement, soit rattaché à la Cour de cassation, ça serait quelques chambres de la Cour de cassation, et son avocat conseil, il reste Conseil d'État, Conseil de l'État. Ça, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont favorables à ça, et ça risque de lui arriver. Est-ce qu'en conclusion, on pourrait renommer votre livre « Petits arrangements entre amis dans une planque » ? C'est un peu excessif, parce qu'il y en a qui travaillent, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il y en a 20-30 qui travaillent pas trop, mais ça surcharge le travail de certains autres. Il y en a beaucoup, parce que quand même, ils tiennent à leur boîte, qui leur offre des bonnes possibilités de travail. Puis il y a des gens, il faut pas oublier quand même que sur les 323 conseillers d'État, il y en a une cinquantaine qui vont jamais travailler dehors, ni dans les ministères. Donc ils sont des purs. Ça existe, il y a des C'est une minorité quand même. C'est une minorité, mais on peut pas dire que ça n'existe pas. Il y en a qui bossent et qui y croient encore. Mais est-ce qu'ils voulaient... Le problème, c'est que des gens qui ont vécu l'époque de l'OAS, les temps difficiles de la France, Vichy, la guerre d'Algérie, les guerres coloniales... Maintenant, les jeunes ils savent pas ce que c'est que la guerre, au Conseil d'État. Ils savent pas ce que c'est que les difficultés. Donc eux, ils gagnent 12 000 euros par mois net, un peu plus d'ailleurs, avec des combines et tout, qui sont tout à fait légales. Ils peuvent arriver de 4 000 à 16 000. Oui, à 16 000 euros par mois. Donc, ils peuvent travailler dans le privé où ils gagneront beaucoup plus. Ils triplent ou quadruplent leur salaire. Et surtout, ils peuvent aller comme avocats. Oh là, ils vont plaider contre l'État. Ce qui est vraiment absolument scandaleux. Je veux dire. Et là, pendant 10 ans. Et dans des gros cabinets d'affaires américains. Par exemple, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, il a travaillé dans gros cabinets d'affaires américains. Bon, mais ça choque personne. Quand je parle de ça, on dit que je suis que je vis dans l'ancien temps, je suis pas dans le coup, quoi. Vous n'êtes pas dans le nouveau monde. Non, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ivan Stefanovic, d'être venu nous présenter votre livre. Petits arrangements entre amis, c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.